Eh bien, c'est une des choses que je n'ai pas dites dans la dernière vidéo. Une des infos qui, bien sûr, non, non, ce n'est pas si grave. Non, c'est pas si grave, se casser un doigt. C'est embêtant, ça oui. Mais bon, MP pourra jouer, bien sûr. Mais bon, ça vient s'ajouter à tout le reste. Pic, je te reçois. Comment ça va? Salut. Cette vidéo va parler de ta vision, un peu de tout ce qui se passe. Combien de choses ont déjà été dites? Mais le lundi, on essaie que ce soit une vision plus posée et tout. Le truc, c'est que je crois que ta colère dure autant que la mienne, non? Comment tu vas, mec? Ça va? Salut. Oui, colère, la lassitude est là, mais il faut qu'on assume, qu'on analyse la situation et qu'on en parle. Du futur, pas tellement à court terme, mais à moyen et long terme. Beaucoup, Miguel, à analyser. Et bon, dans le cas de Mbappé, regarde, pour ajouter un peu d'humour, que face à une grimace. Oui, tu me l'as piqué. Oui, la prochaine étape après ça, vous savez les gars, c'est le ballon d'or. Blague à part. Eh bien, j'espère que pour Kylian, même si c'est gênant et tout, ça ne lui pèsera pas dans son... Dans son jeu, ça va. À part ça, même Kamavinga n'était pas sur la liste contre le Celta. Bien sûr, Xavi a fait toute une série de choses contre le Celta qui étaient, je crois, ne pas mettre le latéral droit comme il comptait le faire contre City et ne pas mettre Kamavinga. Alors que je pensais qu'il allait bien le mettre contre City. Et ne pas aligner Rudiger, même si Rudy Lobo a dû jouer à cause de la blessure de Militant. En gros, il a gardé des joueurs parce qu'il a sous-estimé le Celta, tout comme les joueurs. Comment tu réorganiserais la défense? J'insiste. Là, on va aborder tout le sujet sérieux. Hein. Alors, c'est très compliqué parce que ton nombre de joueurs est très limité. Et je ne sais pas non plus dans quel état ils sont. Ni toi, ni moi, ni personne ne le sait. Comment vont certains joueurs comme Franco, plus ou moins en forme, non, que Xavi a dit qu'il n'est pas à 100%. Mais bien sûr, s'il est sur le banc, normalement, si toi et moi on parle d'un joueur, au moins sur le banc, c'est qu'il a le feu vert pour jouer. Franchement, je ne vois pas un autre scénario en ce moment, avec toutes les absences et les problèmes. Pour moi, la défense, c'est inévitablement celle que je vais dire. Valverde, Asensio, Rudiger. Oui, oui. Et des courses, je veux dire. Il n'y a pas plus. On revient à ce qu'on avait l'an dernier. Quand on disait qu'il n'y avait pas d'autre défense, bien sûr. Et pourtant, on en a. Et on le disait déjà en été. Dans ce genre de situation, ça me fait mal d'avoir raison, mais c'était vraiment évident qu'on jouait très sur le fil. Je ne manque pas de volume parce qu'il y en a beaucoup, mais il y a beaucoup de joueurs qui étaient sous alerte. Et moi, je pense qu'un défenseur central de plus n'aurait pas été de trop, en tenant compte qu'au final, il reste une place au Real Madrid. On ne dirait pas non plus que Xavi ait voulu miser sur quelqu'un du centre de formation. Donc, avec cette défense assez limitée, on va aller au match contre City. Moi, je ne vois pas Miguel. D'autres options à moins qu'il ne recommence à insister pour mettre Fran en défense centrale, pas sur le côté. Et je ne le vois pas. Franchement, non, je ne le vois pas pour ce match. Et pour Vitoria, je sais que pour l'instant, ce qui compte, c'est l'endroit. Mais pour Vitoria, tu sais bien qu'il n'y aura ni Fran ni Carreras. Bien sûr, c'est la première fois dans l'histoire du Real Madrid que tu ne parles même pas avec tes trois latéraux, ce qui est déjà historique. Aligner trois latéraux dans une saison. D'accord. Ni avec ses trois arrières gauche, ni avec les deux arrières droits. Je pense qu'il va y avoir, comme je le vois, une vision des décisions qui se prennent au fil du temps. Xabi Alonso. Je pense que Camavinga sera l'arrière gauche s'il revient. Enfin, s'il est en état. Je pense qu'il va miser sur Camavinga. Allez, comme arrière gauche. Si tu me demandes à moi à Vitoria, oui. Oui, à Vitoria. Si tu me demandes à Vitoria, avec du cran, qu'est-ce que je ferais? Donner sa chance à un sacré arrière gauche qui peut aussi jouer comme défenseur central, issu du centre de formation. Ça me semble être le meilleur projet dans cette zone. Valdepeñas est un grand projet. Mais Diego Aguado. Oui, c'est vrai. Toi-même, tu parles beaucoup de lui. On a parlé de lui. Toi et moi, on a parlé d'autres joueurs en dehors de Thiago. Sestero. Bon, des joueurs que tu connais, Xabi Alonso. Mais il n'a pas voulu les intégrer dans la dynamique de l'équipe première. Je pense que Diego peut être une bonne option. Mais bien sûr, il faut miser et il faut prendre des risques. Franchement, je te dis, Miguel, je pense plutôt qu'il va mettre Camavinga. Allez, à l'arrière gauche,
Puis pour le reste de la défense, il y a Valverde, Rudiger et peut-être Ausens. Et il revient, non? Parce que peut-être que je ne sais pas comment il va être là. Il est un peu à la limite. Peut-être pour Vitoria. Mais bon, comme je dis, avec l'avertissement bien en tête et avec énormément de limitations au niveau des effectifs. Là oui, quand on a autant de limitations et de problèmes d'effectifs, on devrait regarder du côté du centre de formation, non? Essayer au moins. On devrait. Regarde, ça me donne l'occasion. Ça me donne l'occasion de dire que Xavier fait des trucs vraiment bizarres, mec. Et il nous a déçus, toi comme moi. Mais bon, pour moi, c'est le principal coupable. Pour moi, parmi ceux-là, ce sont les joueurs. Mais il savait. Il est co-responsable. Il est co-responsable pour ne pas oser, pour ne pas vouloir faire des choses. Tu sais que j'ai même eu ce sentiment après le match à Bilbao. Je ne sais pas si ça t'arrive parfois sur la chaîne. Ce n'est pas que tu regrettes, que tu revois d'anciennes miniatures, d'anciennes couvertures, les titres de tes vidéos précédentes et de U. Je n'aurais pas été trop dur ce jour-là, non? La passion joue un rôle positif. Exactement. Donc je disais, après ce qui s'est passé à Bilbao, je n'ai pas été très dur en disant qu'il fallait virer Valverde, Belling et tout ça. Alors que Valverde avait laissé une bonne impression et Belling encore meilleur. Et ensuite, tu refais le coup d'hier et tu dis, tu veux encore tous les virer? Non, mais ce n'est pas vouloir virer tout le monde. Par contre, il y a des décisions de Xavier qui sont incompréhensibles. Les 2 jours de repos après Bilbao. Mais quoi, tu envoies? Enfin, quel message tu envoies au groupe avec ça? En sous-estimant encore le Celta avec juste un jour. On aura le temps enfin de préparer ce match où tu vas y aller tranquille. Et puis après le City à la maison, c'est une autre histoire. Ça, le truc avec Henrique, le truc avec Rodrigo, que ce soit toujours ton alternative. Et je commence à me dire que le fait que les joueurs ne soient pas à fond dès la première minute, pour moi, c'est la responsabilité directe des joueurs. Mais il y en a une secondaire qu'on lui reprochait à Ancelotti aussi, qui était celle de « Tu ne fais pas bien passer le message, tu ne les convaincs pas de rentrer sur le terrain à fond. » Pas seulement lors du match à Bilbao, mais à tous. Et là, c'est aussi la responsabilité de l'entraîneur. Je ne sais pas, là tout de suite. Si on peut parler d'un message crypté parce qu'on n'est pas dans le vestiaire. Au final, on parle à distance par rapport à ce qu'on voit sur le terrain, mais c'est clair qu'en mettant de côté l'Oasis. Pour moi, je l'ai expliqué sur la chaîne à Madrid. Et Maldia, pour moi, c'était un peu, voire pas mal. Mis à part l'Oasis de Bilbao, le Real Madrid. Il parle de certaines bases et de quelques aspects négatifs qu'il a déjà hérités de façon très évidente la saison dernière, à savoir l'incapacité à jouer sans ballon. Quand Xavi a réussi par moments à rendre l'équipe pressante, dominante dans le camp adverse, une équipe étouffante, avec un taux de possession efficace en zone adverse et un taux de pressing efficace, on était très enthousiaste à l'idée de découvrir cette nouvelle méthodologie. On ne sait pas ce qui s'est passé dans le vestiaire, on ne sait pas ce qui s'est passé dans le staff. Tout ça a disparu. Disons, en dilapidant jusqu'à ce que, encore une fois, le Real Madrid. Ça a donné quoi? Eh bien, absolument, et je vais vous le dire aussi crûment, ils se sont retrouvés en caleçon, footballistiquement parlant. C'est une équipe qui recommence à avoir de gros problèmes pour récupérer le ballon. Peu importe que ce soit elle ou le Celta, n'importe quel milieu de terrain nous pose des problèmes quand, disons, il a une certaine capacité de conservation et de possession. Le Celta a mis en place. Et ça, je crois que toi et moi, on en a déjà parlé. Ce 5-4-1 adverse que d'autres nous ont déjà fait aussi. Et ça nous coûte un mal fou. Et c'est la croix et la bannière pour entrer là. Alors qu'en nombre, il ne nous dépasse pas beaucoup. On attaque mal la surface. Des déplacements avec un manque de verticalité vers l'espace incroyable. On ne construit pas de mouvements de rupture et de fente. On demande absolument tout dans les pieds et on est assez prévisible. Au final, tout repose sur quelque chose. Sur quoi? Sur le grand talent, même si peut-être certains des protagonistes pensent qu'ils sont meilleurs qu'ils ne le sont. Mais au final, on base tout beaucoup trop sur l'individuel. Sur l'individuel, et ensuite c'est une équipe à qui on peut vraiment faire mal, qui se désorganise facilement par moments en défense. Tout ça parce qu'on presse de façon très irrégulière. Encore une fois, on est avec un niveau de concentration et d'état d'esprit. Et je vais dire un truc. On a aussi parlé de l'attitude du Real Madrid pendant le match. L'attitude à partir de l'expulsion de Franck. Ça vient d'un élan, disons. Un peu de cette impression d'obligation due aux critiques ambiantes du public. Ce truc où on te force comme ça. Ok, enfin, là, ils ont mis un peu plus d'implication, mais tu te rends compte que pendant les 60 minutes précédentes, il manquait cette implication. Alors, ça t'énerve encore plus.
ça te met encore plus en colère parce qu'à 10, ils sont capables d'essayer de mordre, de récupérer le ballon, d'être plus combatifs. C'est-à-dire, par moments, ils peuvent. Pourquoi ils n'ont pas plus de constance? Pourquoi n'y a-t-il pas plus de concentration? Pourquoi n'y a-t-il pas plus de mentalité? Et moi, je suis très inquiet de ce qui se passe. Et je vais encore revenir sur ce qu'il avait dit à l'époque et que nous avons partagé sur cette chaîne. Collins avait dit qu'il y avait des choses graves dans ce vestiaire qu'il ne pouvait pas révéler. On parlait lors d'une discussion avec Ramon, moi et Ramon Alvarez de mon lui-même. Textuellement, il a dit, il y a certaines choses que je trouve vraiment tristes et qui se sont passées, qui se passent encore, et qui d'une manière ou d'une autre affectent Xabi Alonso. Alors, il y a forcément un peu de vrai, non? Alors, je crois comprendre que c'est très tentant, intéressant, de balancer du hate sur le créateur de contenu du moment. Dans ce cas, sur Iñaki Angulo en particulier, que moi je n'aime ni ne déteste, ni rien. Je n'ai aucun lien personnel avec lui, mais le sujet s'est déplacé, Miguel. Les gens se sont concentrés sur le côté médiatique, sur l'impact. Iñaki, que tu peux croire ou pas, chacun croit ce qu'il veut, et dans tout ce fouillis. On est passé à côté de l'essentiel, c'est-à-dire ce que racontent des gens proches du Real Madrid. En plus de sources fiables, moi je sais. Du moins, je suis sûr qu'ils ont de bonnes infos. Et ça nous a absolument laissé indifférents. Ça nous a été égal. Et on nous le disait même quand le résultat n'était pas aussi mauvais que ça. On parlait déjà de choses qui se passaient et arrivaient. Mais les gens préfèrent se voiler la face juste parce que ce type est en train de dire ça. Mais ne vous focalisez pas sur le type que vous détestez. Focalisez-vous sur celui que vous aimez. Qu'il vous plaise plus. Mais au-delà de plaire ou déplaire, ce sont des gens proches du Real Madrid et des gens qui, sur certains points, recoupent d'autres informations. Bon, écoute, sans aller plus loin. Aujourd'hui, toutes les infos. Santi Figueroa, qui pour moi est l'un des rares à sauver Cheche. Marca et de Mario Corta. Oui, non, de Mario Cortegana. De Ramon Alvarez de Mon. Et s'il y a un personnage Romero, Abraham Romero du milieu. Oui, oui, mais regarde, je veux souligner ce que fait Ramon. Parce que même lui a reconnu qu'il s'est tué sur certaines choses pour ne pas nuire à son grand communiqué. Ramon a une chaîne avec un très bon contenu, de très bonnes infos et tout ça. On se trompe tous, mais écoute, si je dois parler d'un communicant YouTube du Real Madrid qui se trompe moins, et surtout, qui vérifie beaucoup ses infos et qu'il y a un truc qui n'est ni bien ni mal, hein. C'est son truc. Il l'a dit plein de fois, qu'il ne veut pas faire de mal au Real Madrid. Je crois que c'est Ramon. Et pourtant, par exemple, aujourd'hui, il tenait pour acquis que toutes ces infos d'Alberto Pereiro, aussi d'Ondacero et tout ça, étaient bien envoyées. Non pas qu'ils envisagent déjà de virer Xavi et que viendrait ou qu'ils voudraient choisir entre Zidane et Arbeloa. Donc voilà. Cette tendance qu'il y a chez les consommateurs de contenu en ligne, sur les réseaux sociaux du Real Madrid. Ah, tous les journalistes nous balancent de la merde et tout. Et souvent, on a l'impression que tout est toujours contre le Real Madrid. Il y a des jours où, comme aujourd'hui, tant d'informations se retrouvent sur la même voie que tu te dis, bon, il y a de la pollution. Miguel, il y a une pollution sonore au niveau de l'information autour du Real Madrid. Et cette pollution touche des gens qui n'ont pas cet intérêt particulier. Anti-madridistes qui, oui, peuvent effectivement avoir des médias et des journalistes, mais il y en a d'autres qui n'ont pas cet intérêt particulier. J'insiste sur des personnes comme celles que tu as mentionnées. Ramon, Javier Alberdi lui-même, enfin, voilà. Et alors, beaucoup pour que les gens ne se perdent pas. Oui, Collins, pardon, Javier. Un câlin. J'ai beaucoup appris sur le basket. Tu sais de qui? De Carlos Sanchez Blas, journaliste de basket exceptionnel pour tout ce qui est info à Madrid. Super top, super nickel l'info. Je disais, Carlos n'en sait plus parce qu'il tait que par ce qu'il dit ou ce qu'il laisse entendre entre les lignes. Et il te laisse une petite queue dans une phrase, un truc je sais pas quoi. Et toi tu dis, tiens, mets-y un truc. Et dans tout ça, les gens se sont perdus. Alors au final, mon impression c'est qu'au final, tout ça, c'est Xabi Alonso qui a tenté une série de choses au Real Madrid qui n'ont pas abouti, absorbés avec le temps par les joueurs et qui n'y ont pas cru, n'ont pas cru à cette méthode, n'ont pas cru à ce message. Ils estiment qu'avec une autre façon de travailler, que je ne sais pas si je veux appeler autogestion ou gestion plus personnelle,
Ils sont capables de régler ça. Le problème, c'est qu'on n'est pas en 2023. On est en 2025. Et cette opportunité est déjà passée. Vous l'avez perdue la saison précédente avec Carlo, le grand gestionnaire, votre ami, le grand-père, qui était aussi entraîneur. Au fait, on oublie parfois. Vous avez déjà raté ce train et quelque chose de différent est arrivé et vous avez compris. Alors maintenant, ce truc différent, vous n'êtes pas obligé de l'accepter ou quoi. Et maintenant, qui vient? Si vous voulez. Je parle aux joueurs. Je veux dire aux footballeurs. Qu'est-ce qui vous fera envie? Parce qu'au final, je vois que c'est une question de ce qui plaît aux joueurs. En réalité, l'essentiel serait que le président, même avec les erreurs de Xabi Alonso qu'il a commises, d'ailleurs je le répète, il les a commises, que le président puisse couvrir et soutenir. Mon impression, c'est que il n'y a pas eu ça. Non, non. En gros, à Zabil, ils l'ont saboté de l'intérieur. Et bien sûr, Xavi avait commencé avec des intentions visibles. Les plus purs, on les a vus au mondial des clubs. Et au début de la ligue par moment, et au début de la ligue et tout. Mais là-dedans, ils l'ont saboté. Et pas seulement les joueurs, il y avait une connivence entre eux. Joueurs et gens du club. On avait vu qu'il n'était pas dans la meilleure ambiance et il s'est protégé. Xavi. Putain, je ne vais pas prendre cette décision parce que ça va me retomber dessus. Je ne vais pas prendre celle-là parce que ça va me retomber dessus. Je vais rester discret parce que voilà. Et du coup, Xavi s'est peu à peu rapetissé jusqu'à se trahir. Lui-même, tu es avec moi? Oui, et j'ajoute qu'il a pensé que, ok, on s'ajuste. Est-ce que nous rappelons les réunions d'avant-match contre Olympiakos où on parlait de tous ces petits groupes et tout ça? Moi, je dis, bon, voyons, ça peut être intéressant. Tout ce que dans la vie je trouve bien. Parler, discuter, chercher des accords. Mon impression, avec le recul, ce n'est pas qu'ils aient voulu trouver des accords. Ils ont voulu un pantin. Ils ont voulu un type qui descende de son piédestal, comme on dirait en Amérique du Sud, qui lâche son piédestal tactique qu'il avait en dehors de son terrain. Et une fois qu'il serait sur leur terrain, le laisser tomber. C'est ce que je pense de ces joueurs. Qu'ils veulent juste un gars qui leur laisse de l'autonomie et de l'autosuffisance. Constamment. J'insiste, ça la saison dernière, je pouvais te l'accorder à moitié. Parce que je pense que le foot, toi et moi, on en a parlé. Ça dérive vers toute une série de trucs, des mises à jour de foot, des jeux. Mais on n'en est plus là. On devrait être à un stade où l'on cherche un nouvel élan pour l'équipe, améliorer les aspects tactiques, travailler autrement, pour obtenir un rendement différent de ce qu'on a vu ces 18 derniers mois. Tu sors d'une saison où le Barça t'a mis 16 buts. Tu sors d'une saison pourrie. Et Oui. Et ensuite, écoute, voilà que Florentino arrive à l'Assemblée et dit, on n'a pas été mauvais. Bon, eh bien voilà. Si c'est ça le niveau d'exigence, voilà un gars qui arrive pour changer ça depuis la base, avec du travail, de l'effort, un plan moderne, parce que c'est quelque chose qui se fait en Europe. Ce n'est pas comme si en Europe, des entraîneurs d'un autre profil étaient en train de cartonner. Un peu comme le DH Loti, c'est l'inverse. Et tu débarques avec ça, mon gars. Et ça ne te sert à rien. Je parle des joueurs et ça ne te sert à rien. Eh bien, mauvaise affaire. Très mauvaise affaire, franchement. Toute l'affaire est bien foirée. dis-moi, je n'allais pas dire un truc très court. Xavi Alonso m'a déçu aussi, parce que les gens ne vont parler des joueurs que maintenant. Je parle aussi de Xavi Alonso. Il m'a beaucoup déçu. D'abord parce qu'il s'est laissé battre. Je pensais qu'il allait avoir la personnalité, ce qu'on disait un peu de Maury, les bottes aux pieds. Être un entraîneur, mourir avec ses idées, cette personnalité, ce qu'en théorie il avait comme joueur et qu'en théorie il allait refléter comme entraîneur. Et je ne dis pas de te faire un Camacho, mais bon, au moins avancer et arriver avec du cran à la conférence de presse de Del Chocao et dire, écoutez, j'ai vraiment tout essayé. Mais ça n'a pas pu se concrétiser. Et les joueurs préfèrent un autre type d'élan quand il s'agit de travailler. On peut dire les choses très clairement. Mais meurs avec ta personnalité et tes idées. Et au-delà de ça, Xavi, bien sûr, a commis des erreurs en manquant de courage, surtout dans la lecture des matchs. Pour moi, il a été timoré. Et je parle du passé parce que pour moi,
J'espère me tromper là-dessus. J'adore me tromper. Et je crois que la période de Xavi Alonso au Real Madrid, il ne manque plus que la date Oui, de la fin. de fin, parce que le cercueil sportif est déjà en place. Le Real Madrid, pour toi, c'est absolument impossible à remonter. Non, regarde, je vais te donner un exemple. Écoute, moi je pense que c'est impossible à remonter pour la raison suivante. Je crois que ce n'est pas ça. Pour moi, c'est le point à partir duquel Nadal commence à remonter contre Medvedev en finale d'Australie. À Melbourne, oui. Énorme mec. C'était incroyable, non? Oui. Bon, et putain, il peut le faire. Il peut le faire. Écoute, le jour où j'ai rencontré Nadal et Xavi, où j'ai présenté un événement là au Bernabéu, il devait jouer un match entre Nadal et Djokovic, qui finalement ne s'est jamais joué en 2012. Tu les as rencontrés tous les deux en même temps? Non. Et bien sûr, ça fait longtemps que j'apprécie autant l'un que l'autre, même si Xavi, maintenant, on insiste, il ne nous a pas déçus, même s'il n'est pas le même. Je les mets sur un piédestal, non? J'insiste. Mais bon, je sais qu'il pourrait y avoir ce genre de remontée. Moi, je trouve ça très compliqué. Pour des exemples comme celui d'hier sur le premier but du Celta. Quand est-ce que Moriba reçoit le ballon ici? Ça, je l'ai trouvé dans la vidéo du matin. Il est avec Chamani, mais bien sûr, Chouameni voit qu'un gars arrive tout seul parce que Güler l'a laissé filer. Merde, il doit aller le presser parce que Bellingham est loin. Comme l'a fait Ameni, il va laisser ce type avancer. Alors il doit le suivre. Du coup, il y avait toujours un homme libre. Moriba libre? Oui, bien sûr. Ils arrivent tous en retard. Rodriguez, il est où? Il est où, Rodrigo? Bien sûr, mais Rodriguez... Bon, Rodriguez aurait peut-être pu intervenir un peu là-dessus. Mais bien sûr, Iglesias. Ils sont chez Miguel. Bon, c'est vrai, c'est vrai. Oui, 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 t'as déjà laissé un homme hors jeu. Ce qui ne va pas, c'est cette distance qu'il y a, cette fichue distance. Je dis toujours, entre la défense et le milieu de terrain, ça n'a aucun sens. En gros, faut rester groupé, mec. Carrément. Mais regarde comment Valverde, devant, fait le geste pour lancer. Il passe de la marche au trou, ok? Et Bellingham ralentit. Bellingham ralentit quand il voit qu'il y a un gars qui, ici, avance un peu avec lui. Il est en train de le perdre. Et si la passe avait été pour le numéro 5, celui qui est dans le coin de la surface, en entrant dans le coin de la surface vers Bellingham, il n'y serait pas arrivé non plus. C'est-à-dire, ils étaient tous là. C'était pour le Celta. On regarde toutes les options et au final, il finit par te planter. Bien sûr que le marquage de Fran sur ce Suédois est lamentable, mais vraiment lamentable. Parce que dès qu'il fait ce mouvement de je vais ici, je vais ailleurs, tu le laisses, tu le laisses. Et il y a deux gars qui peuvent finir l'action que celui qui rate aurait pu mettre au fond. Et au centre, qu'une Sweever. Donc c'est pour ça, bien sûr. Ça ne se change pas du jour au lendemain. C'est un automatisme qu'on travaille depuis le début de la saison ou depuis la Coupe du Monde des clubs. À certains moments, ça a été bien fait. Mais là, les joueurs ont baissé les bras. Alors changer ça contre City? Écoute, changer contre City, peut-être qu'ils le feront. Regarde ce que je te dis. Peut-être que contre City, ici, ils défendront bien. Mais spoiler, contre Valave, non. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà la flemme. Et ensuite, contre Séville, s'ils sont sur le point de virer Xavi, là peut-être que oui. Mais après, contre le Betis, qui est le prochain match à domicile, là non. Et comme ça, et comme ça, et comme ça, toujours. Bien sûr. Mais alors, si c'est vraiment comme ça, effectivement, mec, ce que tu dis là, c'est que c'est une question. Alors là, sans solution. Parce que c'est juste une question d'attendre les bons moments. Et ciao, ciao. Alors, contre City, je peux te le concéder. C'est vrai que contre Manchester City, certaines actions, le Celta les a ratées. Eh bien, le City, a priori, pourra te sanctionner bien plus, non? Mais c'est vrai qu'il peut y avoir quelques coins de motivation, toute une série de choses qui seront là pour ça. Et même, ce qui en ce moment donne un bonus à la possibilité pour Xavi de rester un peu plus longtemps à Madrid, c'est la position en Ligue des Champions. Cela dit, maintenant, si pour une raison ou une autre, on prend une grosse claque. Quand je parle de perdre gros au Bernabéu, c'est ce qui t'est arrivé à un moment donné contre ton plus grand rival. Ou alors qu'on te colle un pain 4 et que tu n'aies même pas capté la fête. Dans ce cas, eh bien écoute, je ne dis rien de nouveau. Ce que disent déjà plusieurs journalistes, ben que voilà quoi. Chaud, tu sais, moi par hasard, sans aucune info. J'ai dit, en regardant le calendrier, je crois que le match contre City va être un tournant. Mais moi, sans avoir la moindre info ni rien. Juste par rapport au type de match que c'est. Et puis, avec Guardiola dans l'histoire, là, il y a du lourd. Beaucoup d'ambiance, beaucoup de contexte. Parce qu'en plus, en voyant ce City, tu vas pouvoir t'imaginer des choses pour l'avenir. Je veux dire, par rapport à ce qui t'arrive avec City, tu peux regarder. Parce que ce City, cette année, ce bat là-haut et tout ça, tu peux regarder vers mars et dire, bien sûr, où est-ce qu'on va? Bien sûr, il est tard. On est d'accord.
Pour le Barça, c'est ça. Écoute, je ne crois pas à ces histoires de joueurs qui lâchent exprès. Mais je me mets dans la tête de certains d'entre eux. Que certains se disent, putain, à 4 coins du Barça, que c'est la merde, mais que ça peut encore se rattraper ou qu'il reste encore beaucoup, beaucoup de saisons à ce rythme. Bien sûr que non, pas à ce niveau-là. Mais bon. Et ils se disent, putain, et si on perd contre cette équipe au Bernabéu, c'est pas si grave pour la Ligue des Champions parce qu'on pourra y être aussi. Ou que ça se complique un peu. Le top 8 se complique. Mais est-ce que certains peuvent en venir à penser? Ben, ça ne serait pas si mauvais, non? Qu'on fasse un gros coup et qu'il vire celui-là. Oui, des gens qui ne veulent pas de Xabi Alonso, quoi qu'il arrive. Mais ce fiasco, quel joueur veut se donner un spectacle en faisant un fiasco au Bernabéu contre cette équipe? Je ne crois pas aux histoires de complot dans le vestiaire. C'est super évident que le joueur arrive là et dise « Allez, laissez-moi, moi je ne vais absolument rien faire. Dribble-moi, vas-y, enfin. » Moi je ne crois pas à ce genre de truc. Cela dit, je crois qu'il n'y a pas de complot, mais qu'il y a quand même autre chose. Une affaire de football, d'un côté, motivationnelle. Une question de mettre plus de jambes, plus de faim, plus d'envie, plus de cœur. Il y a une partie qui est, disons, liée à l'émotivité du joueur pendant le match, à son implication émotionnelle, non? Et puis d'un autre côté, celle qui a trait au schéma de jeu, à ce sur quoi tu travailles, à ce que tu as essayé d'améliorer. Parce que dans la vie, que ce soit dans le foot ou ailleurs, il faut toujours chercher à s'améliorer, à progresser. Ma perception, c'est que ces joueurs ont voulu apprendre et progresser après ce qu'ils ont vécu. Je parle de l'année dernière. Et moi, je ne vois pas cette envie d'apprendre, de vouloir progresser en tant que joueur. Certains s'imaginent qu'ils sont meilleurs qu'ils ne le sont vraiment. Ils sont très bons. Mais j'ai déjà ce sentiment parce que c'est cyclique. En plus, dans la vie et dans le foot aussi, ils ne sont pas les plus beaux d'Europe. On ne l'est plus, malheureusement. Si seulement, si seulement. Mais je pense qu'avec le temps, au final, on a perdu toute une série de joueurs, de footballeurs expérimentés. Et savoir se tenir dans l'élite, tout ça, progressivement, je dis bien progressivement, au fil des années, ça s'est perdu. Aujourd'hui, le Real Madrid, c'est autre chose, avec un autre type de joueur. Alors, eh bien, j'ai l'impression que ça va être une saison qui soit provoque un changement radical, soit n'est qu'une fuite en avant par rapport à la précédente. Oui, oui. Et en plus, dans cet effectif, il n'y a pas les leaders qu'il y avait avant. Il n'y a pas la qualité qu'il y avait avant. Il y a de la qualité, hein, mais il n'y a plus ni Cristiano, ni Kroos, ni Modric, ni Casemiro et tout ça, bien sûr, ni Benzema. Il y a un sujet. On est en train de finir. Je veux pas ouvrir un autre sujet, mais il y a aussi un truc de QI ici. Hein. De l'intelligence, c'est que... C'est pas que c'est pas cette équipe. Mec, Bien sûr, parce que regarde, tu sais ce qui se passait avec ce truc de QI que tu disais ou que dans la ligue, mec, des matchs comme ça. Moi je dis, j'en ai déjà vu des similaires, hein, avant, dans les saisons précédentes, mais ensuite, oui, quand la patate arrivait, tu savais que cela allait y aller à fond, absolument à fond. ce qui n'était pas bien non plus, parce que j'ai toujours critiqué le manque de constance du Real. Mais oui. Comme ça. Mais tu savais qu'ils avaient ce crochet venu de la boxe, ce coup où tu te dis, d'accord, vous travaillez par volume. Si je vais à l'UFC et au MMA, vous avez 2 ou 3 coups qui sont des coups de KO. Ils te détruisent. Ce Real Madrid n'a même pas l'aura, n'a même pas le coup fatal. Et en plus, ils se prennent pour plus beaux que les autres. Ainsi, il est impossible de progresser dans la vie si tu n'as pas un minimum d'humilité dans n'importe quel domaine, comme créateur. Si tu vois que tu es à côté de la plaque et que tu fais un mauvais boulot, tu dois essayer de faire une introspection, une contrition, apprendre, t'améliorer. Ces gars-là, je ne sais pas où ils en sont. Oui, oui, exactement. Bon, Kik, une grosse accolade, mec. Mettez un like à cette vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et aussi à celle de Kikiway. On se voit à la prochaine. Bon, on se retrouve tout à l'heure sur ta chaîne pour la présentation du match contre la Real Sociedad. Gros câlin, mec. Une accolade. Ciao, ciao. Ciao.